Alors, bonjour à toutes et tous. Je propose qu'on commence ce webinaire. Et donc, je m'appelle François Fall. Je travaille pour ArcelorMittal Palplanche. Je fais du support technique pour la France. Et comme ça fait pas longtemps que j'étais le spécialiste environnement de l'entité, je vous présente aujourd'hui la décarbonation des projets d'infrastructure. Et en fait, comme mentionné dans l'invitation, on va commencer par un tout petit bloc qui est un rappel sur les facteurs d'émission de l'acier, mais aussi un rappel sur quelques notions de base, comme par exemple, c'est quoi une analyse de cycle de vie, c'est quoi une FDS, c'est quoi une EPD. Et donc, ça, c'est en fait l'idée pour la première partie. Après, on va mettre bien sûr le focus sur la pale planche. Et pour la deuxième moitié du webinaire, je vais vous parler en fait des études de cas précis. Donc, on va parcourir des études approfondies. On peut discuter en fait les gains en émissions, les différents leviers de décarbonation des rideaux de soutènement, notamment des pales planches. Et donc, parfait. Alors, les notions de masse. La production d'acier, en fait, c'est assez important de savoir qu'il y a différentes voies de production pour l'acier et donc il y a différents facteurs d'émissions qui sont liés. Donc, tout à gauche, vous voyez, c'est la route conventionnelle traditionnelle, notamment le haut fourneau et le convertisseur. Comment ça fonctionne? On a le minerai de fer comme matière première et notre réductant, c'est le charbon en forme de coque. Tout ça ensemble dans un haut fourneau, on a une réaction et une réduction chimique et ça émet du CO et du CO2. Donc ça, c'est effectivement une réaction chimique sur laquelle on n'a pas beaucoup d'influence et donc c'est cette étape-là où on a beaucoup d'émissions. Dans la suite, on peut prendre cette fente et la retravailler pour en avoir un acier, donc en ajoutant de l'oxygène, un peu de ferraille, et à la fin du compte, on a un acier brut. Ça, c'est la route de production conventionnelle, comme j'ai dit, et ça représente aujourd'hui environ 75% de la production mondiale d'acier. Au milieu, c'est plutôt un azote aujourd'hui. Par contre, on pourrait dire c'est le futur de la production de l'acier. Pourquoi? On a encore un minerai de fer en matière première, mais on change le réductant au gaz naturel. Et avec cette étape, on change la réaction chimique et donc aussi les émissions de CO2. Le produit, il est exactement le même. Donc, ça, c'est une autre différence peut-être au ciment, où on a différents facteurs d'émission pour, par exemple, un SAM1, un SAM2, un SAM3. Dans la suite aussi, vous avez des différences dans l'exécution de ces bétons, par exemple. Par contre, ici, les trois routes de production donnent le même produit à la fin. Ça, c'est le DRI, ça s'appelle la la réduction directe. Et comme j'ai dit, c'est un azote, ça représente environ 5% de la production globale de l'acier à niveau mondial. Après, à droite, on a le four à arc électrique. Et donc, vous voyez, dès le début, c'est autre chose. Notre matière première, c'est la ferraille. Et on la source dans les alentours, on la fait fondre dans un four à arc électrique et donc c'est une simple retransformation d'acier pour en avoir à la fin encore une fois un acier brut. Et donc, si on regarde les facteurs d'émission, donc les émissions CO2 de la production, on parle des modules A1 jusqu'à A3, on voit qu'il y a des grandes différences. Des très grandes différences. On commence ici à gauche avec 2,3 tonnes de CO2 équivalent par tonne d'acier. On peut couper ça en deux
avec le DRI au milieu. Et aujourd'hui, le procédé avec l'empreinte carbone la plus faible, c'est effectivement le four à arc électrique avec seulement 400 kg. Je pense que c'est assez clair pourquoi. On a déjà un acier dès le départ et donc il ne faut pas parcourir toute cette chaîne de production de fer, de production d'acier. Et donc il y a des grandes différences, donc ça joue beaucoup sur les analyses cycle de vie et sur les analyses de sensitivité. Alors, le four à arc électrique, c'est le procédé le moins impactant. Pourquoi pas switcher à 100% et tout de suite toute la production mondiale de l'acier sur cette route? Effectivement, vous voyez ici sur l'axe la demande en acier au niveau mondial, elle monte, elle augmente dans le temps. Et aussi, on voit que la ressource de ferraille est assez limitée. Donc, un produit en acier, tout ensemble, je parle d'emballage, de voitures, de poutrelles, de pales planches, j'en sais rien. C'est vraiment un mélange de tous les produits. Là, on peut dire on a une durée de vie de 40 ans pour un produit en acier. C'est assez lent. Et donc, il y a une certaine latence dans ce système. Et avec les prévisions d'aujourd'hui, on peut dire jusqu'à 2100, il faut aussi avoir une production d'acier sur base de minerais de fer, donc une production primaire pour assurer la demande mondiale en acier. Pour ça, l'importance de décarboner aussi cette route primaire de production. Ici, vous voyez en fait les 3 leviers de décarbonation. Encore une fois, c'est niveau global. Donc, bien sûr, maximisation de l'utilisation de la ferraille. Après, déployer les méthodes DRI. Aujourd'hui, ArcelorMittal a la seule usine en Europe qui fonctionne selon le procédé DRI. Elle se trouve à Hambourg. Et l'idée, c'est de remplacer d'autres hauts fourneaux par ces usines DRI. Et Smart Carbon, ce sont tous les procédés qui assurent une efficacité des hauts fourneaux qui sont en cours, encore en marche aujourd'hui. Quand même, on a des usines qui fonctionnent avec des fours à arc électriques. Au niveau mondial, on parle de 20% de la production globale qui est assurée par ce procédé. Au sein d'ArcelorMittal, c'est plus ou moins le même chiffre. Et donc, pour regrouper en fait ces aciers avec une faible empreinte carbone, on a créé une marque il y a quelques années. Ça s'appelle X-Carb. Et donc, ces aciers X-Carb, ils sont produits à la base de la ferraille et en plus avec de l'électricité renouvelable, notamment du solaire et de l'éolien. Et donc, avec ces deux composants, on peut dire que comparé aux aciers conventionnels, ce sont vraiment des aciers à faible empreinte carbone. Quelques notions de base. L'analyse de cycle de vie. Alors, l'analyse cycle de vie, vous voyez en fait la phrase, la norme ISO, c'est l'analyse des impacts environnementaux potentiels d'un produit ou service pendant sa phase de production, d'utilisation ou d'élimination de fin de vie. Donc, effectivement, il s'agit d'une quantification de la consommation de ressources naturelles, tout ce qui rentre, mais aussi tout ce qui sort, donc toutes les émissions à l'environnement et aussi les déchets, pour tout le cycle de vie, dans ce cas, d'un produit. Et donc, qu'est-ce qui est considéré dans un cycle de vie? Bien sûr, il faut commencer avec l'extraction des matières premières. Chez nous, ça peut être par exemple le minerai de fer. Après, c'est la transformation et la production pour les aciers ou généralement pour les matériaux de construction. Ça, c'est l'étape la plus impactante. Et après, on a une phase d'utilisation. Par exemple, pour les pales planches, ça n'impacte pas trop. Pourquoi? Alors, une infrastructure a généralement une durée de vie de 50 jusqu'à 100 ans. Et donc,
il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc il ne faut pas la chauffer ou refroidir toutes les années sur toute la durée de vie. Non, généralement, une infrastructure, elle reste là. Peut-être on met un peu de peinture ou autre chose, mais comparé aux autres étapes, c'est assez faible en impact environnement. Et après la fin de vie, ça c'est assez intéressant. Donc soit on a un déchet après, comme c'est le cas avec beaucoup de matériaux de construction, ou on a une réutilisation et un recyclage. Et donc ces sujets-là, on va les discuter après, mais comme ça vous avez déjà tout le cycle de vie d'un produit qui joue. L'analyse de cycle de vie et l'EPD ou encore une déclaration environnementale de produit. Est-ce qu'il y a des différences? Oui, il y a des différences. Déjà, il y a d'autres normes qui jouent. Et ce qui est important, une DEP ou en France une FDS, ce sont des documents qui sont publiés et surtout revisés par un expert indépendant. Ça, c'est assez important. Par contre, une analyse cycle de vie, c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça. Et il faut savoir, pour créer une déclaration environnementale de produit ou une FDS, il faut faire une analyse de cycle de vie du produit. Dans la suite, cette FDS certifiée peut servir comme pièce Lego, je le vois comme ça, c'est une pièce Lego pour faire une analyse cycle de vie d'un projet qui est plus complexe. Donc, on a différentes pièces Lego, par exemple de l'acier, du béton, avec lesquelles on peut faire notre analyse du projet complet. Donc, généralement, les DEP sont créés avec unité déclarée. Donc, nous, on déclare les émissions pour 1 tonne d'acier, généralement. Par contre, une analyse cycle de vie d'un projet, donc là, il faut quand même considérer une unité fonctionnelle. Et ça veut dire qu'il faut comparer, par exemple, un mètre linéaire d'un mur de quai ou un mètre carré d'une fouille temporaire. Donc, imaginez, vous comparez différentes solutions techniques. Alors, il ne faut pas seulement comparer les émissions d'une tonne d'acier avec 1 tonne de béton. Non, il faut vraiment considérer l'unité fonctionnelle parce que, par exemple, on a besoin de moins d'acier pour la même fonction que du béton en termes de tonnage et de masse. Et donc, seulement avec une analyse de cycle de vie, on se retrouve dans un cadre qui est comparatif. Donc, les pales planches, juste pour commencer le sujet, bien sûr, il y a différentes applications. On va les parcourir, je pense, presque tout, sauf peut-être la première, c'est qui est les solutions pour les infrastructures et la mobilité. Donc, vous voyez des murs de soutènement, des culées de pont, des parkings souterrains, par exemple. Tout ça, ça se retrouve dans cette catégorie. Après, on a les solutions pour le transport maritime et fluvial, donc les murs de quai, c'est naturel, c'est clair, c'est assez important aujourd'hui et on les voit de plus en plus. Donc les confortements de berge, notamment avec des pales planches. Pourquoi la pale planche dans les berges? Plusieurs arguments. En fait, vous avez une augmentation de la macrostabilité, vous avez une étanchéité dans la digue, et en plus, dans ce cas, vous avez une protection contre la surverse si vous la laissez un peu plus haut, la pale planche. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va analyser un peu plus près après. La solution pour la protection de l'environnement, ici vous voyez en fait une application temporaire. Pour ça, c'est assez intéressant. Donc ici, c'est un projet en Espagne avec une production polluante ici à côté de la rivière. Et donc pour dépolluer les sols, ils ont installé un rideau en pale planche temporaire.
Et après les travaux, ils vont retirer les pales planches et ces pales planches seront réutilisées. C'est aussi quelque chose qu'on va quantifier après en termes d'émissions. Donc, tout au début, j'ai montré les facteurs d'émission de l'acier. Ça peut vachement varier. Il faut savoir que les pales planches d'ArcelorMittal sont produites dans 2 usines, disons 3. Donc, la première se trouvant à Luxembourg avec Belval et Differdange, où on produit tous les profils AZ, PU, AU, AS500 et aussi les poutrelles HZM. Et donc là, depuis les années 90, on a une installation à four arc électrique. Donc, dès le début, on a en fait un produit avec faible empreinte carbone. À Dabrova, jusqu'à aujourd'hui, on poursuit en fait encore une production avec le haut fourneau. Ce sont nos pales planches GU. Donc, effectivement, il y a une empreinte carbone un peu plus élevée pour ces profils-là. Donc, c'est assez simple la catégorisation. Bien sûr, on fournit les preuves, donc on a pas mal de DEP dans tout le monde, mais on a aussi une FDS, donc une fiche de déclaration environnementale et sanitaire qui est spécifique pour la France, pour notre produit EcoSheet Pal Plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les pales planches de Luxembourg, basées à la ferraille, et produits avec de l'électricité renouvelable. Donc, vous trouvez tout ça sur la base de données IGNES. On a aussi une fiche dans la base de données Diogène de l'AFGC. Et effectivement, cette fiche est aussi intégrée dans Orbof ECOF, qui est un autre outil pour quantifier les émissions de vos projets. CFTP, assez connu aussi. CFTP donne la possibilité aux utilisateurs d'intégrer leur propre fiche de déclaration. Donc, si jamais vous rencontrez des problèmes ou vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut vous aider sur ce sujet. Les documents existent. J'espère que dans 2-3 semaines, on aura une toute nouvelle FDS pour les pales planches profilées à froid. Ça, c'est effectivement encore une usine à part qui se trouve à Messon-Pré en France. Commençons avec les mots-clés. Je pense que l'économie circulaire, c'est un concept qui est connu pour tout le monde. C'est un concept qui cherche à réduire les flux d'énergie, les déchets. Et donc, il y a toujours les mêmes mots de clés qui jouent un rôle. C'est réduire, réutiliser et recycler. Et donc, l'éco-conception commence déjà chez nous, dans l'usine, au laminoir, et en conception des profils. Donc, effectivement, aujourd'hui, comparé il y a 30, 40 ans, peut-être, on a des profils qui sont beaucoup plus efficaces, plus larges, et donc, avec moins de poids, on a des profils qui répondent aux mêmes exigences. Ça, on peut quantifier aussi après avec un exemple qui est plutôt académique, ok, mais je pense que ça montre très bien le point. Réutiliser, c'est clair. Les pales planches sont utilisées dans les projets temporaires. On dit qu'ils peuvent être réutilisés jusqu'à 10 fois. Oui, mais c'est quand même plutôt un maximum. Donc, on dit pour les projets temporaires, une approche conservatrice est plutôt une utilisation de 5 fois d'un profil. Recycler, c'est clair. L'acier est en fait le matériau le plus recyclé au monde. La ferraille a une valeur, ce n'est pas un déchet, c'est une ressource qui est cotée à la bourse à presque 400 € la tonne. Donc, tout le monde a intérêt de recycler l'acier. Et en fait, c'est une boucle infinie. La ferraille, ça c'est encore une fois notre ressource primaire
pour en faire un nouveau acier, notamment des pales planches. On va parcourir ça assez vite, juste pour vous montrer l'optimisation de profil qu'on fait. C'est aussi un aspect d'éco-conception. Donc, vous avez ici à gauche un profil AZ26-700, 0,5, avec une épaisseur uniforme dans l'âme, dans le dos. Par contre, notre profil AZ25-800, là, vous voyez, on a mis un peu plus de matière dans le dos et un peu moins dans l'âme. Et effectivement, on a le même module de flexion pour ces deux profils, donc on peut l'utiliser pour des applications similaires. Par contre, on a économisé 10% en masse. 10% en masse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins 10% en émission aussi. Donc, moins de kilogrammes, moins de masse par mètre carré du rideau. C'est en fait ce qu'on recherche toujours. Pourquoi on est arrivé à optimiser ce profil? Effectivement, tout ce qui est plus éloigné de l'axe neutre du profil, qui se trouve ici dans l'axe, ça nous apporte plus pour le module de flexion. Et donc, effectivement, c'est une forme optimisée. Donc, pour un profil, ou disons pour un rideau de pale planche, le moment de flexion admissible est une fonction du module de flexion du profil et la nuance, ou plutôt de la nuance et de la limite élastique de l'acier. Donc si on monte, ça c'est l'autre paramètre qui est très intéressant, si on monte avec la nuance d'acier, on peut en principe choisir un profil plus léger. Et donc, effectivement, aussi avec les nuances d'acier, on a progressé beaucoup. Donc, le S240 ou le S235, c'était plutôt une nuance de base il y a quelques décennies. Aujourd'hui, le 355, c'est vraiment la base. Et je peux vous dire, par exemple, le 430 ou le 460 sont des nuances qu'on vend beaucoup dans des marchés d'export, par exemple, et qui ont une résistance plus élevée. Si on fait la comparaison maintenant avec le 430 et le 355, on peut dire, en choisissant la nuance S430, effectivement, on a presque 20% de gain en masse pour les pales planches. Vous voyez, vous pouvez inverser en fait les résistances et vous avez un peu la catégorie ou une ordre de grandeur pour le gain en masse pour votre rideau de pale planche. Donc ça vaut vraiment le coup d'analyser ceci. Maintenant, si on met les deux paramètres sur un graphe, vous voyez sur l'axe horizontal la limite élastique de l'acier et sur l'axe vertical le module de flexion du profil. C'est plus ou moins équivalent avec le poids. Et donc, vous avez sur la ligne bleue, en fait, des solutions techniques équivalentes, mais on commence ici tout à gauche avec un profil plutôt costaud, une AZ44, et une nuance d'acier de base qui est le S355. Donc, si on poursuit maintenant la ligne bleue vers la droite, on voit qu'on peut, en montant en nuance, vraiment toujours choisir un profil plus léger, tout en répondant aux mêmes exigences. Peut-être la question vient, est-ce qu'il y a une limite? Bien sûr, quelque part, il y a une limite. Donc, si vous êtes déjà avec un profil très très léger, il faut considérer la battabilité de votre profil. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit considérer et pas négliger. Mais généralement, on dit une solution à haute nuance d'acier, c'est une solution plus économique et plus durable. Donc, pour cet exemple assez simple, on voit moins 26% en masse et ça se traduit un par un sur les émissions CO2 équivalent de votre rideau de pale planche du projet spécifique. Bon, je pense que c'est clair. La réutilisation, c'est surtout pour
les projets temporaires, les fouilles, des trémies, autre chose. Peut-être aussi des projets de dépollution, ça se voit de plus en plus. C'est bien ça. Un autre aspect assez intéressant, comme je trouve, ce sont les différents scopes des émissions. Donc, toute entreprise quantifie ses émissions selon différents scopes. Le scope 1 sont les émissions directes de l'entreprise, scope 2, les émissions indirectes, et le scope 3 sont d'autres émissions indirectes. Et donc, pour ArcelorMittal, ces scopes sont différents, par exemple, à une entreprise de construction. Mais nos efforts, donc nos réductions d'émissions en scope 1 et 2, ça veut dire éco-conception des profils, décarbonation des usines, faible empreinte carbone, ça a un impact direct sur le scope 3 d'une entreprise de battage ou d'une entreprise de construction. Donc effectivement, il faut savoir que pour une entreprise de construction, environ 75% des émissions totales, c'est le scope 3. Et le scope 3, ça c'est principalement l'achat des matériaux de construction, notamment le béton, le ciment et l'acier. Et donc, en considérant des matériaux de construction bas carbone, on peut assez facilement réduire l'empreinte carbone d'une entreprise de construction, comme c'est le plus grand levier qui est accessible en fait. Commençons avec les études de cas. Donc, ceci, c'est le point de départ. Je veux en fait parcourir avec vous différents leviers d'optimisation et de décarbonation de projets. Et le premier, c'est le plus important, c'est une stratégie de réduction. C'est clair, construire rien ou moins. Donc, construire rien, c'est assez souvent, ce n'est pas une solution ou pas une possibilité. Par contre, construire moins, là, on est très très vite sur les sujets de prolongement de durée de vie d'un ouvrage, par exemple. On ne va pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais c'est effectivement ce qu'on vise à faire avec notre concept Smart Sheet Pile, ce qui est un concept où on peut tester et regarder l'état de santé du rideau de pile planche sur toute la durée de vie. Et donc, effectivement, après 50 ans, on pourrait dire, par exemple, j'ai des preuves précises que mon rideau est très bien en forme, on n'a pas trop de corrosion, on n'a pas trop de déformation, par exemple, et donc, on va essayer de le garder encore 5 ans, 10 ans, etc. Et donc, ça, c'est construire moins, c'est une prolongation des durées de vie des infrastructures. C'est assez intéressant de mesurer vraiment les caractéristiques du rideau pour toute la durée de vie. Si ça vous intéresse, ce sera probablement le sujet d'un autre webinaire. Une autre stratégie de réduction, c'est le choix de la solution technique. Et donc là, je vais vous montrer en fait des exemples concrets, acier contre acier, mais aussi une étude approfondie sur des solutions acier contre béton. Et là, on parle des murs de quai en fait. Après, il y a la route de production de l'acier. C'est clair. On a vu tout au début, le facteur d'émission peut changer énormément. Donc là aussi, quelques exemples concrets où on peut quantifier les émissions. Les profils optimisés et les nuances d'acier, aussi ça, on va regarder, ainsi que la réutilisation et le recyclage. Commençons avec le premier exemple. On va le parcourir assez vite. C'est parce que c'est une étude 2018 et peut-être vous êtes nombreux d'avoir vu cette étude déjà. Quand même, je veux la montrer. C'est une comparaison de solutions techniques équivalentes, donc d'un rideau pile planche et d'une paroi moulée pour un quai
à Anvers, en Belgique. Et donc, ces solutions équivalentes, on les a analysées, ou plutôt le bureau d'études indépendant, et ils ont fait une étude économique et aussi, après, il y a lieu d'une analyse de cycle de vie de ce projet, de cet exemple. Et ceci, c'est vraiment juste une synthèse. Si ça vous intéresse, il y a des documentations plus approfondies sur ce sujet, mais en synthèse, effectivement, en considérant le transport de la fourniture, la production, bien sûr, des matériaux de construction, la fin de vie, on arrive à ce résultat ici que vous voyez en haut à droite, avec un rideau de pale planche qui est moins impactant que la paroi moulée et avec une différence de 44% en fait. Choix de la solution technique exemple 2, ceci pour confortement de berge par exemple. C'est le rideau Ardent AZ. Hein, le rideau Ardent, c'est plutôt un exote aussi, on ne le voit pas toujours. Et il y a aussi des raisons, mais ça peut être très très intéressant pour différents cas, et surtout si vous avez des berges où il faut une étanchéité et rien d'autre. Donc si vous ne cherchez pas à augmenter la macrostabilité d'une berge, ici c'est seulement pour avoir un écran étanche, ça c'est très intéressant. Ce sont en fait des profils AZ simples qui sont installés une après l'autre. Et ainsi, vous avez vraiment des tronçons, si vous voulez, ou des profils très très larges, jusqu'à 90 cm. Et donc, moins de serrure, moins de fuite, mais aussi, surtout, moins de masse. Hein, moins de masse par mètre carré. Et donc, pour cet exemple, ici, avec une AZ18700, vous voyez soit vous installez les AZ avec une forme normale, ou vous prenez un rideau Ardent en AZ, comme celui que vous voyez ici en haut, et vous économisez tout de suite 12% en masse, et 12% en masse, c'est 12% en émissions CO2 équivalent. Encore une fois, l'éco-conception, ça peut être très très simple parfois. Un autre exemple, milieu maritime. C'est un tout petit bout de pale planche qui se fait pour un mur de quai dans un bassin en Allemagne. Vous avez ici la coupe, on a sable, un gravier, un sol assez compétent. Et donc, à l'aide de cet exemple, on pourra regarder encore une fois ce que ça donne, le changement d'un système U en système Z. Donc, la solution de base, c'était une PU32. Et oui, effectivement, la PU32, c'est un profil, ça passe presque partout. Mais ce n'est pas toujours la solution optimisée. Et donc, dans ce cas, on a une hauteur libre de 8 mètres environ et une longueur de pale planche, allez, disons 18 mètres. Donc, on a une PU32 avec une nuance d'acier de base. Ah, c'est la longueur de la pale planche, 19 mètres. Et une largeur du profil à 600 mm. Hein, donc, on a un facteur d'utilisation de la pale planche à 0,6. Et vous avez ici le moment maximum et aussi la déformation maximum. C'est un rideau tiranté. Ça, c'est la solution de base. Maintenant, si on entre dans l'éco-conception, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourra déjà choisir peut-être un profil plus léger, avec un facteur d'utilisation plus élevé. On peut aussi penser à une solution AZ. Et pas seulement à une solution AZ, mais une solution AZ assez large, ce qui est la Z25800, et en même temps avec une nuance d'acier un peu plus élevée. Là, vous avez un profil qui a une largeur de 800 mm. Vous voyez, en termes de facteur d'utilisation, c'est plus ou moins la même chose.
Et pareil pour les déformations. Donc, d'un coup, vous avez économisé 33% en masse et en même temps 33% en émissions CO2 équivalent. Pour des projets d'infrastructure, les émissions qui sont dimensionnantes sont les émissions de la fourniture. Et pour un projet en pale planche, c'est la pale planche. Donc, c'est toujours pour les infrastructures, le béton et l'acier. Et donc, avec une simple optimisation, vous avez économisé un tiers des émissions, ce qui est énorme. Et en plus, un beau effet à côté, c'est que ces pales planches sont plus larges et on peut les installer généralement plus rapidement. Et donc, ça, c'est un autre exemple, juste pour vous montrer avec des cas concrets comment ça peut fonctionner, l'éco-conception. La route de production d'acier, c'est encore une fois un exemple d'un mur de quai. Mais là, je vais vous montrer un peu les différences entre la route au fourneau et la route four-arc électrique. Ceci, c'est un article préparé par mon collègue Pascal Theiss qu'on a soumis aux rencontres de l'ingénierie maritime et qui discute en fait le projet de Calais. Ce sont des postes ferry qui sont construits en rideau mixte HZM. Et donc, ceci, on pourrait maintenant comparer à un rideau mixte tube qui peut être techniquement équivalent, mais en termes de CO2, ça peut avoir des fortes différences. Pourquoi? Encore une fois, pale planche HZM, ça vient du four à arc électrique, ou l'acier, et les tubes, ça vient généralement d'une route intégrale, donc les bobines viennent d'une route au fourneau. Et donc, ça change énormément les valeurs. Vous voyez ici à gauche les émissions CO2 équivalents sur tout le cycle de vie. Tout le cycle de vie, ça veut dire les modules A jusqu'à 2, où on a encore une différence de 42% entre les deux solutions. Si on considère seulement les modules A1 jusqu'à 3, bah, effectivement, on est presque à 500% de différence entre les deux solutions. Donc, énormément de différence. Éco-conception, donc les profils optimisés. Est-ce que ça peut nous aider? Est-ce que ça change gros-chose? Ici, un très beau exemple assez récent d'un confortement de berge à Dax. Donc, vous voyez ici en haut un tout petit quartier qui est protégé des inondations. Et il y avait une digue en terre qui n'était plus stable selon les critères du CFBR. Et donc, il fallait changer quelque chose. Et donc, l'idée, c'était de mettre un rideau pale planche autostable, qui d'ailleurs est stable même après qu'il y a une érosion sérieuse du côté talus, côté ruisseau. Et donc, l'étude de conception prévoyait en fait des PU18. PU18 a un profil qui a une largeur de 600 mm. Okay. Un profil qui est beaucoup utilisé dans la réutilisation. Par contre, ce n'est pas toujours le profil qui est peut-être le plus efficace pour des projets permanents. Et donc, effectivement, l'entreprise de construction a optimisé cette PU18 dans une AZ 14770. Donc, sont quoi les différences? Déjà, les 770, ils sont plus larges, hein, 77 cm de largeur, donc plus efficace, moins de poids. Et surtout, dans le design, vous avez aussi des changements. Parce qu'avec des profils U, vous avez des serrures dans l'axe neutre. Donc, dans l'axe neutre, vous avez des effets de cisaillement assez importants. Et donc, selon l'Eurocode, il faut considérer des facteurs de réduction, bêta B, bêta D. Et donc, très très vite, vous avez pénalisé votre rideau de 30%, 40% en inertie et en module de flexion. Ceci, ce n'est pas le cas avec des profils AZ. Et donc, pour cet exemple précis, éco-conception
moins 20% emploi, coût, émissions CO2 équivalent. Donc, encore une fois, ça peut être très très simple, l'éco-conception, et ça vaut toujours le coup d'analyser le projet précis. Et vous avez ici en bas un avant-après. Je trouve que c'est assez moderne ici en aspect Corten. C'est pas mal, c'est un beau projet. La réutilisation, donc une petite étude paramétrique. Ceci est un projet où on a livré presque 800 tonnes de pales planches avec des longueurs impressionnantes jusqu'à 22 mètres, avec un rideau qui est ancré partiellement 3 fois. Et donc, ici, sur ce projet précis, on pourra analyser l'impact de la réutilisation sur les émissions. Donc, en général, vous voyez ici dans le graphe, si on utilise la pale planche une fois, on a un certain impact qui est dans cet exemple 800 kg CO2 équivalent. Hein, c'est clair, donc sur tout le cycle de vie, on a cet impact. Par contre, si on la réutilise une fois, on peut diviser l'impact par 2, et ainsi de suite. Donc, de plus on réutilise un profil, de moins est l'impact sur le projet spécifique. Et ça, c'est assez important et intéressant, et je trouve non atteint par d'autres produits. Hein. Pour la fouille à Munich, donc pour le projet précis, on a pris une hypothèse que ce profil sera utilisé encore 4 fois après, ce qui est plutôt conservatrice, et puis recyclé. Et donc, au lieu d'avoir un impact de 1000 tonnes de CO2 équivalent sur le projet pour la fourniture, on pourra diviser cet impact par 5 et on est à 215 kg, hein, ce qui est 215 tonnes, désolé, ce qui est assez important en différence. Le recyclage, bon, je pense que c'est clair, on en a discuté. On produit la plupart de nos profils à la base de la ferraille. Donc, ils ont déjà une empreinte carbone assez faible. Et pour aller un pas plus loin, on a cette marque X-Carb, où nous, on appelle ça EcoSheet Pale Plus dans les pales planches. On utilise de l'énergie renouvelable. Et donc, maintenant, à la base d'un produit spécifique, vous voyez qu'il y a cette grande différence entre un produit EcoSheet Pale Plus qui est à 368 kg CO2 équivalent par tonne et un produit conventionnel de pale planche qui a 2 tonnes 467 kg CO2 équivalent. Donc, effectivement, une piste assez simple pour réduire l'empreinte carbone d'un projet et aussi les émissions d'une entreprise de construction. Si jamais ça vous intéresse, on a un calculateur d'analyse cycle de vie pour nos pales planches où on peut, pour le projet spécifique, calculer l'empreinte carbone avec un scénario de fin de vie qui peut varier, donc plus de réutilisation, moins de recyclage, etc., en incluant aussi le transport. Vous trouvez aussi sur notre site internet le logiciel DuraSheet, Durability, qui est accessible à titre gratuit. Et après la dernière mise à jour, il y a aussi un module analyse cycle de vie inclus. Vous pouvez l'utiliser. Il y a juste un point d'attention. Il y a encore une toute petite coquille dans les émissions de transport. Donc, ne pas utiliser les émissions de transport les prochains, allez, je dis 1 mois, 2 mois. Ils sont beaucoup trop élevés. Généralement, pour vous donner une autre ordre de grandeur, une autre idée, on dit que les émissions de transport pour une fourniture de pale planche, ça représente maximum 10% de l'impact total de la fourniture. Si les pales planches sont produites en Europe et installées en Europe. Donc, le transport, c'est important, bien sûr, de considérer, mais la fourniture est beaucoup plus impactante. Donc oui, encore une fois, il faut avoir une unité fonctionnelle. Il
faut pas comparer différents matériaux de construction à la base d'une tonne ou d'un kilogramme. Ce n'est pas logique. Ça peut prêter à confusion. Le résumé. Donc, oui, ça vaut le coup de considérer des données environnementales précises s'ils sont disponibles parce que les facteurs d'émission varient. La pale planche, elle est bien arrivée dans l'ère de l'économie circulaire. Donc, l'éco-conception, elle commence chez nous pour la conception des profils et continue dans le design du projet spécifique. Et surtout, n'oubliez pas de monter en nuances. Déjà, un S390 ou un S430 peut apporter beaucoup de gains. Et donc, toujours l'optimisation du projet spécifique vaut le coup. Optimisation avec S et non avec Z. Et donc, généralement, on pourrait dire le rideau de pale planche décarboné, c'est généralement un rideau de pale planche économique. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions. Sinon, on peut toujours proposer, si vous êtes intéressé à une session approfondie sur les sujets ou même d'autres, contactez-nous. On peut vous aider sur tous ces sujets-là. Donc, c'est tout de mon côté. On a encore quelques minutes pour répondre aux questions, donc n'hésitez pas. Il y a déjà une question dans les Q&A Okay. sur Durachite. Durachite. Alors, Durachite est-il certifié par un organisme tiers? Alors, Durachite, Durability, Pascal, tu peux me corriger, mais c'est en fait un logiciel qui est ensemble avec Amretain développé par Terrasol. Oui. Et donc, c'est développé par un tiers, disons comme ça. C'est développé par un tiers et c'est ça. Donc, il y a différents modules dans ce logiciel Durachite. Vous avez ce qui est connu, je pense, sont les vérifications selon l'Eurocode 3.5 avec les vérifications structurelles de la pale planche, par exemple en considérant de la corrosion ou autre chose, durée de vie. Et donc, effectivement, maintenant, on a ajouté tout ce qui est ancrage. Donc, vous pouvez vérifier les plaques de connexion, les tirants. Vous pouvez... ouais, vraiment, vous avez beaucoup de choix sur ça. Et en plus, il y a l'analyse cycle de vie où il y a inclus nos EPD et donc avec les facteurs d'émission que vous trouvez dans les EPD. C'est ça. Mais développé par un tiers. Aussi, vous voyez en fait en bas le lien pour notre site internet qui est tout neuf, tout beau. Par contre, la traduction française sera en ligne dans quelques semaines. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si ça vous dérange, vous avez encore le site paleplanche.arcelormittal.com qui est toujours live.